Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce vendredi 14 février. Et ce soir, l'heure est au nettoyage à Talmont-Saint-Hilaire. Le Perret a retrouvé son lit. Les voitures circulent à nouveau normalement dans le centre-ville. Les pompiers finissent de pomper l'eau dans les caves. Les salariés de Fagorbrandt aussi ce soir. Ils étaient réunis ce matin devant leur usine. Les élus du personnel leur ont fait le résumé des discussions hier au tribunal de commerce de Nanterre. Une programmation éclectique pour le prochain festival de poupées. Les organisateurs en ont dévoilé la programmation cet après-midi. De Stromae à Détroit, en passant par Vanessa Paradis ou même Patrick Sébastien, il y en aura pour tous les goûts. Et puis rencontre avec les voix de Neptune FM. La radio de l'Île-Dieu a ouvert ses studios à notre caméra pour une petite visite guidée. Mais on commence ce journal avec un petit peu de douceur. Aujourd'hui, vous le savez sans doute, c'est la Saint-Valentin, une occasion pour laquelle, d'après un sondage Ipsos, un Français sur deux compte acheter un cadeau. À vous de choisir donc si vous préférez l'offrir ou le recevoir. La rédaction de TV Vendée, elle, a décidé de s'intéresser au célibat des agriculteurs. C'est un thème un petit peu tabou, très sérieux en tout cas, et sur lequel, vous le savez sans doute, nos confrères de M6 surfent depuis 2005 avec l'émission L'amour est dans le pré. Un agriculteur vendéen fait d'ailleurs normalement partie des candidats cette année. Et puis Denis, lui, a participé à la 4e édition, celle de 2009, une médiatisation qui lui a permis de rencontrer sa femme et d'agrandir la famille. Aurélia Horner. Il est avec le godet ? Il a le godet ? Aujourd'hui, Denis est papa d'un petit garçon de 2 ans et demi. Mais il est resté célibataire pendant 42 ans. Issu d'une famille d'agriculteurs, entouré par ses proches, une situation qu'il vivait relativement bien. Si j'avais des soucis, la famille, on se parlait beaucoup, on communiquait énormément avec la famille. J'étais pas tout seul sur l'exploitation. Je sortais, j'étais aucunement stressé, aucunement un manque de quelqu'un. Non, tout allait à peu près bien, quoi. Enfin, à peu près bien, parce que quelque part, je me suis tout le temps dit qu'il manque quelqu'un. J'étais dans la maison, j'étais tout seul. Le soir, j'étais tout seul. Mais je compensais souvent par le travail. Le travail, c'est bien là que réside la raison principale de ce célibat prolongé. Agriculteur-éleveur, un métier passionnant, mais qui demande beaucoup d'attention. C'est pas forcément un travail de forçat, c'est un travail de... On fait des heures, mais elles sont pas forcément hyper pénibles, on fait ce qu'on veut. S'il fait trop chaud, on se met à l'ombre. Mais bon, c'est plutôt des heures de présence. On est figé, oui, on est, on est planté. On est comme un arbre, on va pas le déraciner. On est autour de nos animaux et on y reste. Dans ce contexte, difficile pour une femme de trouver sa place. Pendant longtemps, le métier d'agriculteur s'exerçait en couple. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Pour Karine, par exemple, si elle a rejoint l'agriculteur sur ses terres, elle continue à exercer son métier d'infirmière. À elle de s'adapter. Moi, franchement, je n'avais pas forcément réalisé qu'agriculteur, il n'a pas du tout de temps pour sa famille, quoi. C'est d'abord l'agriculture, d'abord les vaches. Donc en fait, je m'arrange, je bidouille pour pouvoir avoir un maximum de temps à la maison, pour pouvoir m'occuper finalement un maximum de mon enfant, puisque Denis ne peut pas le faire. Karine, tu vas chercher le petit ? 7 jours sur 7, au minimum 60 heures de travail par semaine. Difficile pour Denis de s'investir pleinement dans sa vie de famille. La surcharge de travail, l'une des causes principales du célibat des agriculteurs. Mais elle n'est pas la seule. Cohabitation avec les parents, isolement, type d'exploitation sont également des facteurs à prendre en compte. Mais de manière générale, les hommes sont nettement plus touchés que les femmes. Allez, au revoir, au revoir. Allez, on retourne à présent à Talmont-Saint-Hilaire. Talmont en plein nettoyage après le débordement hier du Perret et l'eau qui est entrée dans une 50aine de maisons. Aujourd'hui, l'heure était au déblaiement. Le plan communal de sauvegarde a été levé à 9h. Carl Laboureux, Benoît Gandossi. Inondé il y a seulement 24 heures, le centre-bourg de Talmont-Saint-Hilaire retrouve déjà sa circulation habituelle. Mais si les rues sont praticables, de nombreuses caves sont encore sous l'eau. Une fois celle-ci évacuée, l'heure est au constat. Toute la réserve a pris l'eau sur un bon mètre en l'espace de quelques heures. Et puis on va voir pour les indemnités comment s'arranger, mais le principal c'est de pouvoir rouvrir le plus rapidement.
Situé au-dessus, le salon de coiffure n'a pas été touché et devrait réouvrir d'ici quelques jours. Moins chanceux, un restaurateur de la même rue a vu 80 cm d'eau envahir sa cuisine. Là vous avez le four à pizza, on a été obligé de le monter parce qu'on avait peur de la crue. Et puis le piano, les pompiers, c'était trop lourd, donc on l'a laissé, donc il a trempé dans l'eau. Donc maintenant j'attends expert pour savoir ce qui va se passer. Hein, on essaie de... Là en vide. Au total, une vingtaine de commerces et autant d'habitations ont été touchés par cette brusque montée des eaux, mobilisant depuis hier une centaine de pompiers venus de tout le département. Les services de secours sont restés sur place pour s'assurer d'une décrue progressive, ce qui s'est confirmé tout au long de la nuit, y compris ce matin. Et il s'agit maintenant avant tout de recenser les sinistrés en partenariat avec la mairie et puis de nettoyer les locaux. Un porte-à-porte pour aider, mais aussi pour rassurer avant l'arrivée de la prochaine tempête. Dans le reste du sud Vendée, on nettoie aussi. La rivière a plus ou moins retrouvé son lit du côté de Vouvant. Entre Nallier et Mouzeuil-Saint-Martin, aux abords des marais, vous le voyez, l'eau ne se cantonne maintenant presque plus qu'aux champs. La situation est en revanche encore un peu préoccupante à Auzet, à Nieul-sur-Lotise aussi. Là, les routes sont toujours sous l'eau. Alors du côté des routes, justement, tout rentre progressivement dans l'ordre. Il restait ce matin une dizaine d'axes coupés. Aubigny-la-Boissière-des-Landes, la baie de Cayola, Mouchon-Saint-Prouan ou encore Saint-Étienne-du-Brillouet, Saint-Valérien. À l'heure qu'il est, la décrue est amorcée. Tout est plus ou moins revenu à la normale. Il n'y a que la baie de Cayola et la RD 104 de Nieul-sur-Lotise qu'on a vu il y a quelques instants qui sont encore fermées à l'heure où nous enregistrons. Alors, hasard du calendrier ou pas, la FDSEA avait de son côté programmé un nettoyage des fossés aujourd'hui. Le mot d'ordre, stop aux incantations, nettoyons. Le syndicat agricole dénonce en fait la superposition de règles autour de l'entretien des cours d'eau. Peu de monde sait vraiment aujourd'hui à qui ils appartiennent et qui doit les entretenir, d'où cette opération menée à Torigny ce matin. Les gens n'osent pas le faire parce qu'aujourd'hui il y a des amendes qui tombent par la police de l'eau si le fossé n'est pas un fossé pour eux mais un cours d'eau. Donc ça peut aller jusqu'à 75 000 € d'amende, c'est pas possible pour nous. Donc les gens ne font plus rien, mais quand on fait plus rien, on risque des problèmes sanitaires, de sécurité publique et en même temps on est chargé en tant que propriétaire d'un entretien régulier des cours d'eau et des fossés. C'est un mot national pour que derrière les ministères de l'écologie et de l'agriculture nous donnent vraiment un texte clair sur la définition des cours d'eau et des fossés. Dans le dossier Fagor-Brandt à présent, la justice joue les prolongations. Sans surprise, le tribunal de commerce de Nanterre a reporté hier de 15 jours son examen des offres de reprise. Les éventuels repreneurs ont donc un peu plus de temps pour monter leur dossier. Des nouvelles que les élus du personnel ont expliquées ce matin aux salariés vendéens. Pierre Dalicieux. Ça a commencé par... Soulagé mais évidemment pas complètement rassuré. C'était le sentiment ce matin au lendemain de l'annonce du délai supplémentaire accordé aux candidats à la reprise. Parmi les notes d'espoir, il y a ce rapport d'un cabinet de conseil selon lequel les sites vendéens pourraient redevenir rentables, mais au prix de 150 licenciements. En ramenant par exemple le site de Desnay sur la Roche-sur-Yon, permettait à court terme, donc 2 ans, d'avoir un ensemble plus que rentable. Donc à ça forcément il va y avoir besoin de collaboration et notamment la collaboration ne pourrait se faire que si ces Vital permettent de réaliser ce projet. Les cartes sont désormais entre les mains du tribunal de commerce de Nanterre et pour les salariés, la mobilisation reste le principal mot d'ordre. Le seul trésor qu'on a c'est l'entreprise donc maintenant il faut continuer à se battre. Hein. Mais bon, on lâchera pas. De toute façon maintenant on a tout à gagner. Ça passe ou ça casse, hein, comme on dit. Hein. Voilà. Ah, mais il faut continuer un petit peu, oui. Ben, un petit peu, beaucoup, si vraiment on a des soucis pour être repris, quoi. Prochaine étape donc le 27 février. En attendant, les sites de La Roche-sur-Yon et d'Esnay restent bloqués. On ouvre notre page municipale à présent. Alors ce soir, nous sommes encore à Talmont-Saint-Hilaire où se présentent 4 listes. Nous avons entendu mercredi soir les 2 têtes de liste, le divers gauche Philippe Chauvin d'une part et la candidate du FN Patricia Laroche d'autre part. 3e candidat par ordre alphabétique, le divers droite Maxence de Rugy. Il est conseiller municipal sortant et il a le soutien du maire qui lui ne se représente pas. On l'écoute, il développe ses priorités.
c'est bien entendu l'emploi et l'économie locale. Et pour cela, on a un projet de dynamiser le centre-bourg, le centre-ville, en y implantant des commerces et notamment un marché hebdomadaire. Notre deuxième priorité, c'est préparer l'avenir, c'est-à-dire aider les Talmondais à bien vivre la commune. Donc pour cela, on a différentes actions. D'abord le collège, ensuite il y a une difficulté, c'est le prix du foncier à Talmont-Saint-Hilaire, puisque les familles ont du mal à s'implanter dans la commune. Et donc nous souhaitons faire des logements communaux pour leur permettre d'habiter ou de s'implanter dans la ville. Enfin, 4e liste à Talmont-Saint-Hilaire, celle menée par Lionel Vrignon, d'Hiver Droite. Celui qui est actuellement conseiller municipal d'opposition se présente sans étiquette. On l'écoute, il nous présente ses priorités, parmi lesquelles le cœur de ville. C'est un élément très important pour redynamiser, et c'est aussi un lien social entre les producteurs locaux et aussi l'habitant intérieur ou extérieur de la commune qui vient donc acheter des produits locaux, directement du producteur. Et deuxième axe aussi, c'est important, c'est aussi de donner les moyens à nos jeunes de rester sur notre commune. À l'heure actuelle, on est en commune littorale où le foncier est difficile d'atteindre pour les jeunes et les gens qui ont peu de moyens, donc il faudra absolument qu'on ait une action très très forte sur ce point-là, sur le foncier, pour l'accès, mais aussi pour le locatif. Il y a des gens qui n'ont pas l'ambition d'être forcément propriétaires. Il faudra qu'on leur donne l'accès aussi à la propriété et aussi au locatif. Et puis un dernier mot des municipales avec nos confrères de France Bleu Loire-Océan, Ouest France et France 3 qui enregistraient cet après-midi un débat à La Roche-sur-Yon avec les 5 candidats annoncés. Un débat diffusé demain matin sur France 3. Alors quant à TV Vendée, ce n'est pas un débat qu'on va vous proposer dans les prochains jours, mais une émission plus pédagogique. À quoi sert un maire? Comment l'élit-on? Qu'est-ce qu'une intercommunalité? Eh bien toutes les réponses, ce sera le 6 mars au soir. Notez-le, on aura le temps d'en reparler d'ici là. En bref, à présent, une idée de sortie. Les Herbiers organisent jusqu'à dimanche soir leur salon de l'habitat durable, une 5e édition qui réunit 80 professionnels, quasiment que des entreprises vendéennes, aux ateliers de la gare. C'est de 9h30 à 19h. L'entrée est libre. Delphine Ledu nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Delphine. Bonsoir Caroline. On va donc ouvrir maintenant notre agenda des sports du week-end. Et avec cette mauvaise météo, eh bien, plusieurs rencontres sont annulées, Delphine, notamment en foot. Oui, donc pas de foot pour Luçon et Fontenay qui devait jouer samedi soir. En rugby également, match annulé pour le RC Sablé qui devait affronter Auray. On va donc poursuivre avec les autres rendez-vous qui, eux, vont bien avoir lieu. Oui, avec du hand et l'équipe de Pouzauges qui va recevoir samedi soir la 2e équipe de la poule, l'AS L'Union. L'équipe des Olonnes rencontre les 5e de la poule, Lormont. Et enfin, les Herbretasses de la Nationale 3 jouent contre Montcoutan. On poursuit avec de l'escrime. Oui, avec une compétition d'escrime pendant 2 jours à la salle Rivoli de la Roche-sur-Yon. Le trophée de l'Aiglon samedi et le challenge Merlet dimanche. Ça commence à 8h30 samedi et c'est gratuit. Et puis on continue avec de la course à pied. Dimanche, les plus courageux se sont donné rendez-vous pour le X-Trail du Pays de Mont. 3 courses sont au programme, 13 km, 26 km et une pour les enfants. C'est à partir de 9h30 à l'hippodrome de Saint-Jean-de-Mont. Je crois que c'est le bon mot de dire que c'est pour les plus courageux. Allez, on continue, on va rester sur la côte avec du cyclisme cette fois-ci. Avec donc la 28e édition du circuit des plages vendéennes. Une course cycliste disputée par épreuve qui se déroule en 6 étapes. La première, c'est donc demain à Bretignolles-sur-Mer. 134 km attendent les équipes qui viennent de toute la France. Départ à 13h30. Et dimanche, les coureurs prendront la direction de Landronde. Et puis on va terminer cet agenda avec des sports d'hiver, alors pas au JO, mais à la mer. Les sports d'hiver à la mer reviennent dès samedi à la Barre de Mont. Au programme baptême de chien de traîneau, randonnée en raquette, char à voile et nouveauté de l'année, de la luge sur aiguille de pin. Ah ben ça promet Delphine, merci beaucoup. On vous retrouve lundi soir donc pour 85 chronos. Et donc vos invités? Donc on aura l'entraîneur de l'équipe de football, le CFA des Herbiers, Franck Rizzetto. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Vous parliez justement à l'instant des Jeux Olympiques. Eh bien, à 4000 km de la Vendée, il y a Sochi et ses Jeux Olympiques où la jeune Chloé Trespeuch participera dimanche matin à l'épreuve de snowboard cross. Le père de Chloé habite à Saint-Jean-de-Mont. La commune compte donc marquer le coup. Elle retransmettra en direct et en public la compétition. Chloé, elle, est bien arrivée en Russie. J'ai eu mon premier jour d'entraînement aujourd'hui dans le parcours. C'est un parcours qui me plaît vraiment. Le border cross est vraiment agréable.
Voilà, il est gros, il est engagé, donc tout ce qui me va bien. Demain, j'ai un deuxième jour d'entraînement et après, donc je serai prête pour la course dimanche. Et j'ai vraiment hâte d'attaquer ma course. Il y a quand même une bonne ambiance. Entre les Françaises, il y a une très bonne ambiance parce que malgré la concurrence, on arrive à se soutenir et à se tirer vers le haut. Et avec les autres nations, ça se passe bien aussi. Donc pour assister à la performance de Chloé Trespeuch aux JO de Sochi, rendez-vous dimanche matin de 8h à 11h. Il va falloir se lever un petit peu tôt. À Saint-Jean-de-Mont, sa sœur et ses amis d'enfance vous attendent avec un écran géant et ce sera salle Saint-Martin, route de l'Hippodrome. Stromae, Placebo ou encore Vanessa Paradis, le festival de poupées a présenté cet après-midi sa programmation 2014. Une programmation estivale à la fois grand public avec Christophe Maé, la compagnie créole, Étienne Dao, Gad Elmaleh, mais aussi un petit peu plus pointu avec des groupes comme Détroit, le groupe formé par Bertrand Cantal, l'ancien leader de Noir Désir, Ulysses ou encore Jack Johnson. On aura de l'humour évidemment avec Michael Gregorio, avec Gad Elmaleh le retour, mais on ne s'en lasse pas. On a aussi plein de belles surprises et je laisse vos auditeurs regarder la petite vidéo sur le site de Poupée, mais on fait un Poupée des rails et Dieu sait si ça va être quelque chose. Et là, j'ose même pas dire tous les noms qui s'affichent ce jour-là. Ça va être juste énorme. Et puis la chanson française, en veux-tu, en voilà, avec tous les beaux talents du moment sont là. Et puis en termes international, Jack Johnson, Placebo, Franz Ferdinand. J'ai envie de dire que la coupe est un peu pleine là et on est vraiment content. Le festival de poupées, c'est donc du 7 au 25 juillet à Saint-Malo-du-Bois. L'ouverture de la billetterie est prévue le vendredi 7 mars à 10h. Le prix des concerts sera connu la semaine prochaine. D'ici là, c'est de magie dont il est question. C'est ce week-end que commence réellement le Festival de la magie à Olonne-sur-Mer. Les grands spectacles ont lieu ce soir, demain et dimanche avec notamment Gérard Majax. Une fois n'est pas coutume, on va délaisser un petit peu la télé pour allumer la radio. Sur l'île Dieu, c'est Neptune FM qui fait loi. Une station lancée en 1983, une très bonne année, installée au cœur de la citadelle ilaise. Aurélia Horner. Jusqu'à 11h sur Neptune FM 91.9 et neptunefm.com. Nous sommes bien en direct de la radio de l'île Dieu. Nichée au sein de la citadelle, une radio de proximité devenue une petite célébrité locale. Ici, tout le monde la connaît, qu'on l'écoute ou pas. Une bonne information locale, quelque chose de sympa, quelque chose qui reflète bien l'île Dieu. Et ça me permet de temps en temps d'aller acheter des bonnes langoustines parce qu'il y a une annonce. Sur l'île Dieu, la plupart des gens écoutent Neptune parce que c'est un lien entre ce qui se passe sur l'île Dieu, toutes les associations. Et un lien avec le continent, entre les petites annonces de la poissonnerie, les émissions de culture celtique ou asiatique, ou encore l'émission culte du mercredi après-midi. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. C'est une vingtaine d'émissions au total qui se partagent l'antenne. On propose en fait une programmation musicale, nous, pop-rock. Entre cette programmation, il y a quelques petites émissions qui viennent se greffer, qui sont animées surtout par des bénévoles. Voilà, donc on retrouve plein de styles musicaux différents. Il y a une émission d'accordéon, une émission de jazz. On a quelques émissions d'information où là on fait tous les interviews de tout ce qui se passe dans la région en fait. Destinés aux locaux, ce sont aussi eux qui font vivre la radio. 2 salariés, une personne en service civique et une vingtaine de bénévoles. S'ils n'ont pas toujours écouté Neptune, ils ont grandi avec et sont tombés dedans lorsqu'ils étaient petits. J'avais un copain qui était ici, qui faisait de la radio ici en bénévole. J'avais envie de découvrir, d'aller voir, donc je suis venu avec lui une fois. C'est un copain, j'ai dit tiens, je vais venir avec toi. Et puis ça m'a plu beaucoup, donc du coup je suis devenu bénévole juste après, donc j'avais 13 ans. Roland, c'est mon cousin en fait. Et du coup, moi, j'étais plus ou moins dans la musique, etc. Je commençais à faire des petites soirées, parce que moi, j'avais mes tables de mixage à la maison, des petites enceintes, tout ça. Et du coup, il y a un soir, il m'a dit, passe dans mon émission radio. Et j'ai fait 1 soirée, 2 soirées, 3 soirées. Et puis à la fin, j'aimerais bien faire mon émission radio. Et j'avais tout juste 14 ans. Ces plus de 30 ans d'existence lui ont donné une place à part entière sur l'île. Si Neptune, selon la mythologie romaine, est le nom du dieu des eaux, à défaut d'être la déesse de la terre ilaise, elle fait maintenant partie intégrante du quotidien des habitants, devenue une petite culture locale.
Voilà. Interview à 16h. Neptune FM diffuse donc de Saint-Nazaire au Sables-d'Olonne. Fréquences et informations sur le site internet de la station neptunefm.com. Le temps de votre week-end, eh bien des journées encore une fois grises, surtout demain. Après de grosses rafales prévues cette nuit, surtout dans le nord Vendée, il faut s'attendre à un samedi pluvieux, moins de vent mais aussi un petit peu plus froid. Dimanche, temps apaisé malgré un ciel changeant. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment lundi, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bon week-end à vous tous et on se quitte en images. La flash mob réalisée en fin d'après-midi à La Roche-sur-Yon à l'appel des compagnies Cadence et Sous la Boula. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin, mais c'est aussi 1 Billion Rising, un appel aux femmes victimes de violences pour qu'elles sortent du silence. À lundi.